Je pense qu'on ne peut pas aborder la question monétaire de manière isolée. Vous savez, l'économie, c'est comme un orchestre musical. Il y a plusieurs instruments. Il y a l'instrument monétaire qui permet de fluidifier l'économie. Il y a l'instrument budgétaire. Il y a également les politiques structurelles au niveau des infrastructures, au niveau social et tout ça, pour organiser et aller vers la croissance. Lorsqu'on prend le Cameroun, je dirais, a priori, je serais pour une monnaie, pour que notre pays ait sa propre monnaie. Mais quand j'analyse froidement les différents facteurs, la manière dont le budget est aujourd'hui, les finances publiques sont gérées aujourd'hui, avec beaucoup de problèmes de gouvernance, avec beaucoup de pertes. Lorsque je regarde les déficiences au niveau des politiques structurelles, eau, électricité, télécom et les autres, j'arrive à la conclusion que si, dans les conditions actuelles, nous créons notre propre monnaie, nous allons avoir un niveau d'inflation tel que même pour aller acheter du pain, on aura besoin de beaucoup, d'une masse d'argent. On risque de ressembler à des pays comme le Zaïre, le Zimbabwe et d'autres pays. Donc il y a plusieurs étapes préalables avant de créer sa propre monnaie. À long terme, oui, mais dans les conditions actuelles, je ne pense pas que nous soyons organisés pour créer et gérer sereinement notre propre monnaie. Cela étant, il y a des pays à côté comme le Rwanda et les autres qui l'ont fait, la Tunisie et les autres. Il faut mettre en place le même type de discipline pour pouvoir gérer une monnaie de manière responsable. L'autre erreur que nous commettons souvent dans notre zone, c'est qu'on parle de l'intégration monétaire en oubliant l'intégration économique. Lorsqu'on regarde par exemple les pays de la CEMAC, pendant plus de 6-7 décennies, nous avons eu une monnaie commune, mais nous n'avons pas réussi à intégrer nos économies. Le Cameroun exporte vers la sous-région, mais les échanges intra-régionaux de la zone CEMAC sont les plus faibles au monde, les plus faibles au monde, même par rapport à la zone UEMOA ou CEDEAO. Donc pour répondre à la question du Nigeria, il y a deux aspects. Avant d'aborder la question monétaire, il ne faut pas oublier le volet économique. Le Nigeria, c'est le plus grand marché d'Afrique. Tous les efforts que nous faisons pour exporter vers le reste du monde, nous devons également mettre en place des politiques et des stratégies pour une meilleure intégration économique, pour qu'il y ait des flux d'échanges économiques entre le Nigeria et le Cameroun. Je prends un exemple concret. Lorsque je travaillais sur le Bénin, l'économie béninoise vit à plus de moitié. Le port de Cotonou est alimenté par le trafic, par le volume d'affaires avec le Nigeria. Et je conseillais aux Béninois de devenir le pôle de commerce et d'investissement qui alimente le grand marché nigérian. Pour qu'ils aient le port le plus efficient, qu'ils mettent en place les infrastructures pour qu'on puisse dédouaner les marchandises envoyées vers le Nigeria et qui créent même une zone économique spéciale où les Nigérians peuvent venir chercher la marchandise. Lorsque je regarde la relation entre le Cameroun et le Nigeria, il y a un potentiel énorme à développer. Nous avons toute notre zone, le Nozo, qui est en conflit en ce moment. C'est une zone où il y a un potentiel énorme pour développer les affaires avec le Nigeria, même du côté du nord du pays. Donc on devrait avoir ici au Cameroun des pôles de croissance dédiés vers l'exploitation du marché nigérian. Lorsque moi je regarde par exemple le port de Limbé, il y a un potentiel énorme. Dans toute cette zone, on devrait créer des zones économiques spéciales, créer un environnement pour servir le marché nigérian.
Le Cameroun peut également devenir le grenier au niveau agricole. Au niveau agricole, on peut avoir des politiques pour alimenter le Nigeria. Donc, au niveau des services, au niveau des industries, attirer des investissements pour produire. C'est un marché de plus de 200 millions d'habitants. C'est le plus grand marché. Donc, il faut une meilleure intégration économique. Maintenant, en ce qui concerne l'intégration monétaire, vous savez que l'intégration monétaire n'est pas aussi facile que ça. Parce que c'est le partenaire le plus puissant qui dicte ses règles du jeu. Donc, lorsque nous envisageons des relations avec le Nigeria, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à une intégration monétaire. Vous voyez comment le Royaume-Uni a des relations avec l'Union européenne. On peut parfaitement envisager une situation où, économiquement, nous sommes parfaitement intégrés, mais au niveau de la monnaie, chacun a sa monnaie. Et l'avantage d'avoir sa propre politique monétaire, c'est que ça donne la flexibilité pour ajuster la politique monétaire par rapport aux objectifs du pays, si on veut promouvoir ou pas la croissance, si on veut limiter l'inflation. Donc, c'est l'outil monétaire en complément avec l'outil budgétaire. C'est tout ça qui fait que la machine peut démarrer. Donc, en un mot, intégration économique avec le Nigeria, oui. Intégration monétaire, non. Il faut rester prudent. Je suis choqué lorsque je vois les résultats des privatisations d'il y a 3 décennies. Lorsque j'étais à la Banque mondiale, la mode, on parlait du consensus de Washington, où on disait qu'il fallait libéraliser, privatiser et désétatiser pour avoir la croissance économique. C'est dans ce cadre qu'on a proposé la privatisation au pays. Et lorsque je vois les résultats aujourd'hui, je suis déçu. Et il faut corriger les résultats actuels. Et j'ai l'impression qu'à ce niveau, les institutions internationales, notamment la Banque mondiale et le FMI, n'ont pas fait le service après-vente pour accompagner les pays africains dans la gestion de l'après-privatisation. Je m'explique. Lorsque nous avons privatisé, le message qu'on donnait aux Africains, qu'il s'agisse des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalais, on disait on privatise ces secteurs stratégiques pour les raisons suivantes. 1. L'investisseur étranger va injecter des fonds nouveaux. 2. Le fait de privatiser et de donner aux multinationales étrangères va pousser à une amélioration de la qualité du service et puis à une baisse des coûts. Ça, c'était les avantages. Et on a dit au gouvernement, vous n'intervenez plus dans l'investissement, dans la gestion directe de ces secteurs. Vous vous contentez de faire la politique sectorielle et la stratégie. Et on a l'autre dispositif qu'on a mis en place, on a dit, on met en place les agences de régulation pour contrôler tout ce dispositif, pour contrôler ce que les multinationales qui ont racheté l'eau, l'électricité, les télécoms, les ports, vous contrôlez s'ils remplissent leur cahier des charges, oui ou non. Malheureusement, quand je regarde ce dispositif aujourd'hui, c'est un échec total. 1. En raison de l'ajustement, nos pays ont perdu l'habitude de penser leur propre devenir dans ces secteurs, d'avoir une politique sectorielle pour l'énergie, pour l'eau, pour l'électricité, se projeter dans l'avenir. On s'est retrouvé dans une situation où nous avons abandonné notre sort à des multinationales qui sont devenues plus fortes dans qu'il s'agisse de l'eau, de l'électricité, des télécoms. On a transféré des monopoles privés et ces multinationales étaient plus fortes et mieux outillées que nos propres États. Et l'autre point aussi, quand je regarde en termes de la promesse pour amener les investissements, faire baisser les coûts et améliorer la qualité de service, à ce niveau aussi, les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Par exemple, j'ai vu dans plusieurs cas où
l'investissement promis, étranger promis, n'a pas été amené. Ces multinationales ont plutôt levé des fonds dans les marchés régionaux et domestiques, au lieu d'amener les capitaux qu'ils avaient promis. Maintenant, au niveau de la qualité du service et des coûts, je prends par exemple au niveau des télécoms, je reste inquiet parce que lorsque je vais en Europe, je vois le coût des télécoms et la qualité de service. Le coût est nettement moindre comme de l'Internet, des télécoms. Le coût est beaucoup plus élevé chez nous. Alors, et de l'autre côté, on a des agences de régulation. Pourquoi on a créé les agences de régulation? À l'époque, on disait qu'il y avait trop de monde dans les ministères. Je me souviens des débats ici au Cameroun à l'époque. On disait au ministère des télécoms, un peu partout, de l'énergie, il y avait beaucoup de monde. Donc, il fallait faire des systèmes à l'américaine, où on crée de petites agences de régulation, où les gens sont mieux payés et sont capables de mieux faire leur travail de suivi. On se rend compte aujourd'hui que, nos agences de régulation, elles ont des effectifs pléthoriques. Souvent, elles ont plus de monde et elles coûtent beaucoup plus cher. Les gens sont mieux payés. Mais malheureusement, le travail de contrôle, de surveillance n'est pas fait. Mes propositions à ce niveau, c'est qu'il faut réformer l'ensemble du dispositif avec pour objectif d'amener les opérateurs dans ces secteurs à faire les 3 choses suivantes. 1, améliorer la qualité de service. 2, réduire les coûts. Ça c'est très important. Parce que comme ce sont des monopoles privatisés, souvent ils n'ont pas beaucoup de choix, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Il faut que nous ayons des ambitions, des stratégies dans ces secteurs. Donc redéfinir cela. Et la deuxième chose, au niveau des politiques, le Cameroun et les autres pays, quand on investit dans l'électricité et les autres, on ne doit plus juste prendre un investissement comme ça parce qu'on veut créer un nouveau barrage et tout ça. On doit avoir une politique nationale pour voir, par exemple, toutes les différentes sources d'énergie. Quelles sont les moins chères? Comment on fait pour rendre l'électricité disponible et à moindre coût pour la population? Arrêtons d'avoir des investissements isolés. Il faut penser à l'écosystème de l'investissement. Je prends un exemple. Souvent, on crée un barrage, on oublie qu'il y a toute une chaîne depuis la production, le transport et la distribution. Donc, il faut réfléchir de manière holistique. Et essayer d'investir de manière plus efficiente. Les coûts sont énormes. En ce qui concerne l'agence de régulation, on doit réformer ces agences en leur demandant de revenir à leur mandat initial, c'est-à-dire contrôler le respect des cahiers des charges par les opérateurs dans ces secteurs. Et pour que ce soit effectif, ce sont des agences qui ont des budgets qui sont votés. Je prends l'agence de régulation des télécoms, d'électricité et tout ça. Donc, comme il s'agit de ressources publiques, il faudrait que les responsables de ces agences prennent des engagements lorsque leurs budgets sont votés. On peut s'engager avec le Parlement, avec les autorités pour dire voici nos objectifs, notre horizon, par exemple, dans le secteur de l'électricité, de l'eau. On a pour objectif d'arriver à tel niveau de coût, à tel niveau de qualité de service, et on s'engage à faire des contrôles pour arriver à cela. Comme ça, au moins, ces agences travaillent, mais avec une obligation de résultat. Et c'est ce travail d'accompagnement que le FMI et la Banque mondiale auraient dû faire, mais on a abandonné nos États dans une situation où ils se retrouvent avec des monopoles privatisés et une faible capacité à suivre les investissements et les actions de ces opérateurs. Il y a eu des débats sur l'endettement du Cameroun. Je pense que nous arrivons à un point où elle a augmenté de manière substantielle. Nous arrivons à un stade où, lorsque nous sommes retournés dans les programmes du FMI, on doit tout faire pour maîtriser le niveau d'endettement du Cameroun.
Il faut réduire le train de vie de l'État, s'assurer que les dettes ne sont pas sont utilisées à bon escient pour financer l'investissement public. Mais l'objectif primordial, à mon avis, c'est de travailler pour réduire le niveau de dette du Cameroun afin de nous donner des marges de manœuvre pour sortir des programmes du FMI et retrouver une certaine autonomie pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement 2030. Sur le cas du Gabon, contrairement au Cameroun qui a une économie un peu plus diversifiée, le Gabon a été touché par plusieurs chocs. En premier, la chute des prix du pétrole en 2014, qui ont fait que les prix ont chuté de 50%. Donc le niveau de la dette du Gabon a augmenté de manière substantielle. Ensuite, s'y est ajoutée la crise Covid, ça fait que la dette du Gabon est passée au cours de ces dernières années de à peu près 45% à plus de 85% aujourd'hui. Il s'agit d'un niveau d'endettement insoutenable. À cela, il faut ajouter la dette intérieure qui constitue un goulet d'étranglement. En ce qui concerne le Gabon, je pense que si on doit faire des réformes, l'accent doit être mis sur plusieurs points. Un, au niveau de la gestion des finances publiques, réduire les déficits et l'endettement. Et l'autre chose, lorsque j'ai vu, par exemple, que les taux d'intérêt au niveau mondial étaient arrivés à un niveau de près de zéro, il aurait fallu qu'au Gabon, par exemple, qu'on travaille ou que les institutions internationales leur donnent des conseils pour restructurer et refinancer la dette, pour la lisser et amoindrir et réduire le coût de la dette. Donc au Gabon, travailler sur la réduction de la dette, diversifier l'économie, c'est très important. Ce travail est fait, mais il faut renforcer tout ce qui concerne la diversification de l'économie. Le cas de la Guinée équatoriale est différent parce que, contrairement aux autres pays, la Guinée équatoriale n'avait pas un niveau d'endettement élevé. Malheureusement, c'est la chute des prix du pétrole qui a freiné les efforts du pays, qui s'est retrouvé à un niveau où il avait des problèmes de liquide, de trésorerie. Et le cas de la Guinée équatoriale, pour moi, il est compliqué et simple à résoudre à la fois. Pourquoi ? Je suis optimiste parce que la dette de la Guinée équatoriale n'est pas élevée. Elle est essentiellement auprès de la Chine. Je pense que les autorités travaillent pour la restructuration de cette dette avec l'appui du FMI. Mais les efforts qu'il faut faire à côté de ça, il y a un double effort. Le premier, c'est qu'au niveau de la gestion des finances publiques, la Guinée équatoriale part d'un niveau très bas, au niveau, par exemple, de la mobilisation des recettes, au niveau de la gestion des dépenses. Donc, si on met plus de discipline dans la gestion des finances publiques, en renforçant la mobilisation des recettes fiscales, douanières, en réduisant les dépenses, c'est un pays qui a des chances de s'en sortir. L'autre point, lorsque je regarde les infrastructures de la Guinée équatoriale, vous savez, à une époque, je me souviens, quand on voulait organiser les assemblées là-bas dans Guinée équatoriale, beaucoup de gens ne connaissaient pas ce pays. Parfois, on disait, mais allez voir, les gens disaient non. Mais quand les gens sont allés voir le niveau d'infrastructure, pas dans une seule ville, il y a des infrastructures à Malabo, et il y a des infrastructures à Bata, il y en a un peu partout. J'ai eu l'occasion d'y aller souvent.
Même au niveau donc des routes, des hôtels, il y a un potentiel énorme pour développer, pour diversifier l'économie de la Guinée équatoriale. Moi, la manière dont je vois la Guinée équatoriale, pour moi, c'est un peu le Dubaï d'Afrique centrale, si le travail est bien fait. Où on peut développer tout ce qui est tourisme économique, c'est-à-dire tourisme économique, on peut développer au niveau industriel, on peut créer des zones franches avec pour objectif de servir le grand marché de la CEMAC et le marché du Nigeria. Donc, en un mot, la Guinée équatoriale a tout ce qu'il faut. Non, il faut l'une des faiblesses est au niveau des capacités institutionnelles. Il faut renforcer le pays au niveau des ressources humaines. Mais la Guinée équatoriale a tout ce qu'il faut pour dynamiser son économie. Et surtout, elle a le devoir de le faire afin de faire fructifier toutes les infrastructures, tous les investissements qui ont été mis en place. Le cas du Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville est dans une posture entre celle du Gabon et celle de la Guinée équatoriale. C'est-à-dire, Guinée équatoriale, l'essentiel de la dette, c'est avec la Chine. Au Congo-Brazzaville aussi, l'un des plus grands problèmes, c'est la dette et le fait que le FMI que ce soit vis-à-vis de la Guinée équatoriale ou du Congo, le FMI n'a pas été diligent dans l'appui qu'il apportait à ces deux pays. Donc, le Congo est en train de travailler, le Congo a un niveau de dette insoutenable. Et il y a eu changement de gouvernement récemment. Le Congo a en ce moment J'ai eu l'occasion de travailler avec le ministre Andeli, qui connaît bien le FMI, la Banque mondiale. Et je pense qu'ils sont en négociation aujourd'hui pour renouer le dialogue avec le FMI afin d'avoir les programmes. Donc, priorité au Congo également, réduire le niveau de la dette, diversifier, travailler à la diversification de l'économie, et régler le problème des entreprises publiques aussi. Bon, ça, c'est les problèmes au niveau de chaque pays. Maintenant, quand on prend ces pays mis ensemble, au niveau de la CEMAC, nous avons des faiblesses par rapport à la zone Afrique de l'Ouest. Nous ne pouvons pas nous en sortir chacun dans son coin. Il faut que ces pays mettent leurs efforts ensemble pour renforcer l'intégration régionale. Quand je dis intégration, ce n'est pas sur le papier. Il faut faciliter la liberté de circulation des hommes, des services et des biens entre ces différents États. Ça reste très, très, très faible. Si nous ne faisons pas cet effort, nous avons une monnaie commune, ici, qui est le franc CFA. Le fait que nos pays soient très endettés menace le niveau même de stabilité monétaire de la zone. Donc, il y a deux choses. Faire les efforts avec le FMI et les autres pour réduire la dette et sortir dès que possible des programmes d'ajustement, mais tout en nous imposant la discipline qui nous a manqué jusqu'à présent. Donc, faire ces efforts. Et la deuxième chose, diversifier l'économie pour avoir plus de devises pour pouvoir soutenir notre monnaie commune. C'est une question compliquée parce que les pays de la CEMAC, étant donné que le niveau de devises a baissé, qu'ils ont des besoins de financement, ils ont le regard du débiteur vis-à-vis du créancier. Donc, ils souhaitent que le FMI leur apporte une assistance. Maintenant, du côté de l'autre côté, on se rend compte que le FMI, contrairement aux décennies précédentes, a ouvert les mannes de la bourse de manière illimitée pour appuyer ces pays. On n'est pas dans un effort, dans un concours de générosité. Il faut comprendre les choses au niveau géostratégique.
N'oublions pas que quand on regarde l'économie aujourd'hui, dans mon ouvrage Afrique, les voies de la prospérité, je disais qu'en 2050, l'Afrique sera l'un des principaux marchés mondiaux. Parce que sur une population mondiale de 9 milliards, il y aura à peu près 2,5 milliards d'Africains. L'ensemble des Occidentaux seront à peu près 700 millions. Donc, vous voyez tout. Ensuite, je parlais d'un combat féroce entre les grandes puissances pour le contrôle des matières premières en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde, le combat entre les puissances internationales, depuis la fin du XVe siècle, l'Occident avait pris l'habitude d'avoir le monopole de domination de l'économie mondiale. Il se trouve qu'il y a des puissances émergentes comme la Chine, la Russie et les autres qui viennent, qui veulent, tout le monde veut contrôler le marché africain. Et la Turquie aussi qui veut contrôler le marché africain. Et par rapport à cela, les Occidentaux utilisent le FMI aussi pour avoir un pied et contrôler, avoir un droit de regard sur les économies africaines. Sachez que dans les règles du FMI, lorsqu'un pays est dans les programmes d'ajustement, il n'a pas le droit de s'endetter auprès de la Chine et des autres sans les accords du FMI. Et que les programmes d'ajustement, les gens accusent injustement le FMI. Le FMI n'oblige pas les gens à aller s'endetter. J'ai toujours dit que le FMI a 3 types d'instruments. Un, la surveillance générale, qui est fournie à tout État membre du FMI. C'est comme un médecin généraliste qui vous fait un diagnostic. Vous n'êtes pas obligé d'exécuter les recommandations qu'il vous donne. Ça, il s'agit des pays qui n'ont pas d'emprunt auprès du FMI. Le deuxième instrument, c'est l'assistance technique pour vous aider à renforcer vos capacités. Le troisième instrument, lorsque vous vous endettez auprès du FMI, ça, c'est les programmes d'ajustement. C'est dans cette catégorie que nos pays sont. Et l'objectif des programmes d'ajustement, le FMI n'est pas une agence de développement. Les programmes d'ajustement ont pour objectif d'aider les pays à rembourser leurs dettes extérieures. Et ils sont faits pour être à court terme. D'où mon message aux Africains pour leur dire que les programmes d'ajustement ne doivent pas rester de manière permanente dans l'ajustement. Donc, pour me résumer, l'aide du FMI ne relève pas de la générosité. Ils défendent leurs intérêts. Il nous appartient aussi, nous devons rester ouverts au reste du monde, au monde entier. Qu'il s'agisse des Occidentaux, des Chinois, des Russes et des autres. Et par rapport à ça, pour rester libre, il faut une discipline dans la gestion de nos pays pour retrouver les moyens de pouvoir traiter de manière autonome avec tous les pays qui veulent coopérer avec nous.